Bonjour à tous. Alors, on va pas attendre que tout le monde nous rejoigne parce que sinon on va prendre trop de retard. Donc, je vous propose de commencer déjà par les présentations. Donc, je vais laisser Anani et José se présenter. Alors bonjour, donc Anani Olympio. Je suis actuellement directeur de la fonction clé actuarielle chez CNP Assurance et précédemment j'occupais le poste de directeur de recherche et prospective stratégique. Et c'est dans le cadre des travaux de recherche qu'on a développé ce qu'on va vous présenter aujourd'hui. Concordia, voilà, maintenant ça marche, à Montréal. Et puis, je suis aussi membre de la chaire Dialogue et participe dans ce projet à ce titre. Et donc, moi-même, Eve Titon. Donc, j'ai la joie de manager le pôle risque technique de l'équipe R&D de Milliman Paris et notamment de participer et de diriger en partie les travaux sur l'impact des risques climatiques sur divers risques assurantiels en vie et en non-vie. Donc je vous propose de commencer directement, on va passer à l'introduction directement. Voilà. Donc je vous propose de commencer par un constat qui est le fait qu'on veut pouvoir utiliser des variables climatiques pour mesurer l'impact des différents facteurs climatiques sur la tarification, sur la prévention des risques climatiques et le provisionnement, que ce soit en assurance vie, en assurance non-vie ou en assurance prévoyance et santé. Dans cette phrase que je viens de vous sortir, il y a deux grands blocs de travail qui ressortent. En fait, il y a le bloc sur les données climatiques. Donc, on a de plus en plus de données qui ont des formes différentes de ce qu'on a l'habitude de manipuler. Donc, on a des données de plus en plus complexes, des données spatiales, voilà. Et puis, il y a l'autre bloc qui est le bloc modélisation. Et en fait, dans ce bloc de modélisation, il y a deux sous-blocs. Donc, il y a la modélisation des risques assurantiels tels qu'on les connaît. Par exemple, on veut modéliser, on veut tarifer, par exemple, des contrats d'assurance MRH, et on veut savoir, par exemple, comment tarifer l'impact du climat l'impact des inondations sur notre tarif MRH, par exemple. Et là, il y a l'autre bloc de modélisation, en fait, qui est la modélisation des facteurs climatiques et qui fait intervenir des modèles météorologiques parfois très complexes. Et nous n'avons pas les connaissances et les compétences pour pouvoir traiter ces modèles climatiques qui sont beaucoup trop complexes. Alors, en fait, nous, en tant qu'actuaires, on va quand même essayer de le faire à notre niveau, c'est-à-dire qu'on va essayer de prendre des variables climatiques et puis on va essayer de travailler un petit peu dessus avec nos outils pour essayer d'inclure ces variables climatiques dans nos modèles plus classiques, des zoniers, des modèles de tarification, des modèles de provisionnement. On va essayer de faire ça. Alors le problème qu'on rencontre, c'est que les phénomènes climatiques sous-jacents sont beaucoup plus complexes que nous, ce qu'on peut faire avec nos petits outils actuariels. Et donc on va essayer de pousser la modélisation de plus en plus fine, de modéliser des interactions. On fait des revues de littérature, on se dit « Ah, il y a une interaction entre température et pollution, on va essayer de modéliser ça. Ah, mais en fait, en pollution, il y a des impacts l'ozone et les particules fines n'ont pas le même impact, donc on va essayer de modéliser différemment. Et finalement, on se retrouve avec des modèles hyper complexes, avec beaucoup de paramètres qu'on ne maîtrise pas forcément, on ne maîtrise toujours pas forcément toutes les interactions entre tous les modèles. Et à la fin, on n'arrive pas à obtenir non plus, même si on construit des modèles très compliqués, on n'arrive pas à obtenir les résultats qu'on veut, des choses robustes. Et donc, finalement, est-ce que la solution, ce ne serait pas de prendre le modèle dans sa globalité ? C'est à cette question que va essayer de répondre l'indice actuariel climatique, c'est de prendre un indice actuariel qui regroupe plein de variables différentes, sans forcément trop les travailler. On va voir que, donc je vais laisser Anani après vous présenter ça, mais sans forcément trop travailler sur les variables climatiques, on arrive à capter des phénomènes globaux climatiques, parce que comme ils ont tous des interactions les uns entre les autres, finalement, si on prend quelques variables qui vont capter en elles-mêmes des influences d'autres variables climatiques, on peut simplement, avec des variables très simples, construire ce qu'on veut, l'impact des variables climatiques, l'impact du climat sur nos risques actuariels. Donc je vais commencer déjà dans une première partie par vous parler des enjeux des variables que l'on peut rencontrer, parce que ce sont des variables qu'on n'a pas l'habitude de manipuler. Alors,
J'ai regroupé ça en 3 types d'enjeux et de problématiques. On a des problématiques de données sur lesquelles je ne vais pas trop m'attarder. Elles ont été beaucoup développées. Donc il y a 2 ans, il y a eu une présentation lors de la journée 100% data, 100% actuaire, qui s'appelait Utilisation de l'open data dans le suivi des risques climatiques. Donc je vous invite à aller la regarder, qui explique en fait effectivement tous les enjeux d'utilisation de données géospatiales, notamment pour suivre les risques climatiques. Je vais mentionner quand même qu'on a les enjeux, les problématiques classiques qui sont définir quelles sont les variables que l'on veut extraire pour répondre à une problématique spécifique. Par exemple, si on veut modéliser les inondations, on va utiliser, donc intuitivement dit, on va utiliser des données de précipitation. Mais quand on regarde les bases de données où on a des relevés de précipitation, on va avoir la précipitation toutes les 6 minutes, la précipitation cumulée, la précipitation à un temps donné, à des instants différents. On ne sait pas, nous, il faut vraiment avoir l'expertise sur ce genre de risque pour décider quelle est la variable pertinente à retenir. On a bien évidemment tout le travail d'extraction des données et de nettoyage des données qui ne sont pas des données structurées. En général, c'est des données non structurées, donc ça nécessite d'avoir un petit peu de connaissances sur les données géospatiales, etc. Le deuxième bloc, et là je vais m'attarder un petit peu plus, c'est le bloc de modélisation. Donc, on a une première problématique qui est la maille géographique. Donc, par exemple, pour chaque bloc, je vais vous donner des petits exemples, ça va mieux vous parler. Donc, si on veut, par exemple, modéliser un taux de décès au niveau national, on a des niveaux, imaginons qu'on est dans une configuration, on a des taux de décès au niveau national et pas au niveau régional et pas du tout à une maille plus fine. Le problème, quand on veut modéliser l'impact de la pollution de l'air sur la mortalité, c'est que finalement, la pollution de l'air, ça va être un phénomène très localisé. On va être, par exemple, dans des zones très urbaines. Et si on regarde les taux de décès au niveau national, finalement, la mortalité due à la pollution de l'air, elle va être noyée sur tout le territoire et on ne va pas la remarquer. Donc la première problématique, c'est définir la bonne maille géographique. Est-ce qu'on a les données actuarielles, donc en l'occurrence ici, les données de taux de décès à cette maille-là, et les données climatiques à la même maille. Donc ça, c'est la première problématique. La deuxième problématique, c'est la maille temporelle. De la même façon, si on a des taux de décès annuels, on ne va pas forcément voir les taux de décès dus uniquement à des phénomènes qu'on peut observer sur une période très courte de l'année, comme par exemple les taux de décès liés au froid ou au chaud. En fait, les taux de décès excédentaires dus au pic de froid ou au pic de chaud, ils arrivent. Donc dans le cas des pics de froid, c'est entre 0 et 21 jours. Et dans le cas des pics de chaud, c'est dans la semaine qui suivent les pics de chaleur, en fait. Et donc, si on a des taux de décès nationaux, on va avoir du mal à capter cette surmortalité due à ces phénomènes climatiques. Et enfin, on a l'historique des variables. Donc, ça, c'est une problématique sur laquelle je vais revenir après qu'on va parler de l'indice climatique actuariel. C'est qu'il nous faut finalement un historique des variables parfois assez long, dont on ne dispose pas pour certaines variables, comme c'est le cas par exemple pour la pollution de l'air. On a un historique très restreint dû à des problèmes de fiabilité de données et de changement aussi de méthodologie d'estimation des données. Donc voilà pour un aperçu des problématiques sur la modélisation. Et puis, on parle finalement assez peu des problématiques liées aux projections de ces variables, parce que souvent, du coup, on s'attarde beaucoup sur la modélisation des phénomènes, et puis après, on oublie de parler de toute la partie projection, qui est en soi une grosse partie du travail, parce que finalement, on ne veut pas juste modéliser, on veut par exemple calculer des chocs climatiques, on veut pouvoir projeter, on veut pouvoir anticiper. Et en fait, une fois qu'on inclut des variables climatiques dans le modèle, il faut pouvoir les projeter. Là, il y a deux problèmes distincts. Le premier, c'est que c'est pas évident de projeter, par exemple, des variables climatiques qui sont sous forme de séries temporelles. Parfois, il faut rajouter des variables exogènes. Parfois, on n'a pas assez d'historique pour pouvoir estimer notre série temporelle et pour pouvoir la projeter. Donc ça, c'est la première problématique. Et puis ensuite, il y a aussi cette histoire de scénario climatique. Donc on va vouloir, par exemple, brancher un scénario climatique RCP 8.5, RCP 2.5, etc. Donc des scénarios dont tout le monde parle, on va vouloir les brancher à notre modèle, sauf que les scénarios officiels, ils nous donnent en général des projections à un horizon donné. Donc ils vont nous dire, à horizon 2060, vous allez avoir, je dis n'importe quoi, plus 2 degrés. Donc on a, en moyenne, donc on a une projection à un temps donné
d'une variable de température moyenne. Et nous, en fait, dans les modèles, les variables qu'on utilise, les variables climatiques qu'on utilise, ce ne sont pas des températures moyennes. En général, on va beaucoup travailler sur les variables. On va prendre le nombre de jours où on dépasse 40 degrés. Et ça, on n'a pas, en fait, dans les projections climatiques. Avec 2 degrés de projection à horizon 2060, il faut être capable de dire, si j'ai plus de degrés, ça veut dire que j'aurai tant de jours en plus qui vont dépasser 40 degrés. Et ça, c'est très difficile à faire. Donc voilà un petit peu tour d'horizon de tout ce qu'on peut rencontrer comme problème lié aux données climatiques. Alors je ne vais pas m'attarder sur ce slide, c'était juste pour vous donner un aperçu des bases de données climatiques qui existent. Je rappelle que les bases un petit peu incontournables pour la modélisation en France, c'est bien évidemment Météo France qui sont en open data depuis le début de l'année 2024. Et puis les données Copernicus et Dryas qui sont très intéressantes parce qu'en plus elles donnent des projections. À côté de ça, on a aussi des données spécifiques à chacun des risques. Donc là, j'ai mis quelques exemples. Par exemple, on a la base de données Climada qui recense plein de données historiques et de simulations de tempêtes. On a les données Ineris qui regroupent des variables de pollution de l'air. Et j'ai mis, par exemple, Eau-France pour les données de précipitation et liées à tout ce qui est inondation. Pour vous donner un ordre d'idée, pour la modélisation des inondations, on a recensé une bonne douzaine de bases de données différentes qui peuvent aider à la modélisation. Donc on a vraiment un nombre de données incroyable. Merci. Merci Ève. Après ces éléments de contexte et les difficultés que nous a rappelé Ève sur l'exploitation et l'utilisation des données, je voudrais commencer par, avant même de vous présenter la formule de l'indice actuariel climatique, revenir sur quelques éléments de constat complémentaires. Alors là, les 3 graphiques que vous avez, qu'on vous présente, c'est les anomalies dans la fréquence des températures maximales, plutôt les températures extrêmes en France entre 2011, 2016 et 2020. Et on parle de ces anomalies par rapport à ce qu'on a observé en moyenne sur une période de référence qu'on a choisie entre 1960 et 1990. Vous voyez bien que plus on avance dans le temps, plus ces anomalies sont élevées. Et donc, on va vers le rouge, de plus en plus vers le rouge. Le graphique, vous le voyez, mais on le vit aussi en quotidien. On sait très bien combien il fait de plus en plus chaud et des fois de façon très insupportable. Donc, ce qui est intéressant pour nous, en continuant juste de présenter quelques éléments qui vont structurer finalement la combinaison de cet indice et quels sont les paramètres d'intérêt, en fait, finalement, qu'on utilise nous en tant qu'actuaire pour pouvoir travailler et donner des valeurs à cet indice. Alors, je vous l'ai déjà dit, il y a une période historique de référence qu'on a, 1961 à 1990, et puis on a des données au-delà de 1990 jusqu'en 2023, 2024. Les données sont collectées au fur et à mesure. On utilise notamment, et Ève vient d'en parler tout à l'heure, Copernicus. Vous avez énormément, une richesse quand même d'informations que vous pouvez aller récupérer avec des précisions qui sont plutôt intéressantes. Et puis, en termes de qualité de données, et Copernicus fait déjà le job, en fait, avec des outils d'utilisation et d'explication, des manuels d'explication qui sont bien. Alors, nous, dans l'indice actuariel climatique, il n'y a pas que les données climatiques pures. Vous avez aussi une composante que les Américains, les Nord-Américains, les actuaires qui ont travaillé sur le sujet initialement, ont rajouté le niveau de la mer. Et on a constaté que le niveau de la mer a des impacts, bien sûr, tout à fait naturellement, sur le changement du climat. Alors, à plusieurs niveaux, en fait. Déjà, le niveau de la mer augmente, la mer se réchauffe et les océans. Donc, ce qui va faire qu'à un moment donné, on est confronté à une situation de condensation. Et puis après, les nuages qui se forment. Et puis, vous voyez ce qui se passe, notamment ce qui s'est passé en Espagne tout dernièrement, ou même en France. C'est aussi ces événements, ces phénomènes qui font que on subit un certain nombre d'aléas qui sont des conséquences directes du niveau de la mer et des autres facteurs climatiques. Et puis, comme on est dans un système complet, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, les différentes variables s'influencent tout simplement et l'affaire ne s'arrange pas malheureusement pour nous.
Et alors, où est-ce qu'on va aller chercher cette variable supplémentaire au niveau de la mer? C'est plutôt dans la base qui s'appelle Permanent Service for Mean et Sea Level, où en France, on a 14 stations, on a un peu plus maintenant, puisqu'on a complété depuis notre dernière étude, où ils disposent d'outils qu'on appelle marégraphes, en fait, qui permettent de faire les mesures. Et nous, on utilise justement ces mesures pour pouvoir faire nos calculs. Alors, quelles sont les raisons? Quelles sont les raisons dans le choix des variables? Eve en a parlé. Nous, on va focuser surtout sur est-ce que la variable est une source potentielle de risque et de danger pour la santé et pour le bien des personnes. Si c'est le cas, on retient cette variable. Deuxième chose, est-ce que les données sont disponibles? L'idée de construire un indice qui, on va voir tout à l'heure, est une combinaison linéaire, en fait, quelque part équipondérée d'un certain nombre de choses, c'est de pouvoir permettre à la fois à des acteurs publics comme privés de l'utiliser. Et bien sûr, si vous voulez utiliser, chaque acteur veut utiliser un indice, il faut qu'il soit en capacité de pouvoir reproduire les calculs. Sinon, ça pose un problème tout simplement. D'où le fait d'avoir un accès libre à ces données était important dans le critère de choix. Et puis, bien sûr, on va regarder plutôt les extrêmes que les moyennes, bien sûr, parce que ce qui nous intéresse finalement, c'est bien sûr les extrêmes qui vont avoir un impact sérieux sur soit la santé ou soit sur la mortalité. Si on continue, alors venons-en à la formule. La formule est extrêmement simple. Je vous l'ai déjà donnée. Je m'amuse en disant que l'indice actuariel climatique, et ça, je pique un peu chez José qui nous le dit souvent. Il faut le voir comme un panier d'actifs, en fait, comme l'IPC, en fait, et un panier de prix de produits à la consommation et l'indice de prix à la consommation le suit, par exemple en France. On voit si ça augmente ou ça diminue et ça permet derrière ça de pouvoir se positionner, de faire par exemple pour l'État et de mener des politiques publiques, etc. et de voir comment on va pouvoir suivre l'inflation ou d'autres choses. Et pour nous, c'est pareil, puisqu'on est dans une situation climatique où vous voyez bien qu'on a aujourd'hui pas mal d'incertitudes sur un certain nombre de paramètres, d'aller regarder un indice qui est factuel et qui résume finalement au mieux. On ne dit pas que l'IAC est parfait, mais au mieux, on tente de résumer une évolution qu'on suit depuis plusieurs années. Alors, quels sont les éléments pour continuer? Et bien sûr, quand on parle de changement climatique, on pense au réchauffement climatique. Donc, c'est surtout les températures chaudes qui vont être finalement une des composantes de cet indice. Donc, on va regarder quoi? Le 90e percentile, tout simplement. Et ce qu'on appelle la standardisation, c'est par rapport à la période de référence. On est bien sur 1961 jusqu'à 1990. Ça, c'est la période de référence. On standardise par rapport à cette période de référence. Donc, tout ce qui va dépasser, qu'on appellera les anomalies par rapport à cette période de référence. On va regarder aussi les températures froides. Il y a une chose quand même qui est extraordinaire, c'est quand on parle de réchauffement climatique, on s'attend à avoir plus de chaleur que de froid et de grand froid. Mais certains climatologues disent aussi qu'on peut avoir des pics de froid de façon anormale. Donc, c'est important d'aller voir est-ce qu'on est beaucoup moins ou on est au-dessus des températures basses d'il y a plusieurs années en arrière. Et bien sûr, on va regarder la précipitation qui est revenue là-dessus, la difficulté de choisir les variables. Et ici, plutôt, on va regarder les maximums de précipitation sur 5 jours du mois, en fait. Et on regarde 5 jours et on fait dérouler sur tout le mois et on voit le maximum de précipitation qu'on va retenir comme élément de calcul. Et puis, la sécheresse fait partie, bien sûr, du package. Et puis la vitesse de vent aussi, qui peut être un facteur qui perturbe finalement les climats. Et à la fin, ce dont je vous ai parlé tout à l'heure, le niveau de la mer par rapport au niveau moyen observé sur la période de référence. Donc, une fois que c'est dit, c'est posé, les calculs, si vous voulez les détails des calculs, il y a une autre technique qu'on a écrite qui est diffusée, qui se trouve sur la halle et on a publié. Vous pouvez avoir tous les détails de calcul. Je ne vais pas revenir là-dessus parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Ce qui est intéressant quand même, c'est de voir la dynamique de cet indice dans le temps. Et donc là, on s'est amusé à vous montrer ce qu'on a proposé. On a déjà publié là-dessus sur les différentes variables, à la fois les températures chaudes, les températures
température froide, et le niveau de la mer, vous voyez en rouge, le niveau de la mer qui augmente. Et ensuite, vous avez les précipitations, la sécheresse et le vent. Vous voyez que pour les 3 derniers, la dynamique n'est pas aussi violente que le niveau de la mer où on voit vraiment un décrochage et les températures chaudes, on voit un décrochage. Bien sûr, quand on combine tout ceci, on arrive justement à une évolution de l'indice qui est tout à fait normale, que vous comprenez tout simplement. Alors là, vous pouvez me dire, il y a plein d'imperfections sur cet indice, je suis d'accord avec vous. Nous, on l'a remarqué aussi. Il y a tout un travail qui est en train de se réaliser. Ça a été présenté ce matin avec José et toute une équipe, Mathias, voilà, et nos collègues. On continue de réfléchir pour voir est-ce qu'on doit garder, par exemple, les Q-pondérations des variables ou on doit les modifier. Est-ce qu'on doit tenir compte de la régionalisation, en fait, du zonage, quelque part, des effets climatiques, puisque on va dire qu'une zone géographique qui n'est pas proche de la mer, que le poids sera pareil que les autres. Donc, c'est des questions qu'on se pose sur lesquelles on est en train d'utiliser. Par exemple, TPT, c'est une technique pour pouvoir présélectionner les bonnes pondérations. Et puis, on peut aller regarder, nous, sur des zones géographiques assez centrées. En fait, là, le dimensionnement géographique, c'est en degrés, longitude et latitude. On a donc ici, ce qu'on vous présente, c'est une représentation sur 0,25 degrés, croix 0,25 degrés, mais on a aussi des calculs réalisés à 0,1 degré, croix 0,1 degré, ce qui ressemble à peu près à 121 km². Voilà. Donc, si on continue, bien sûr, ce qui était intéressant dans ce travail, c'est qu'en France, on n'avait pas cet indice. Les Nord-Américains l'avaient, je vous l'ai déjà dit, et les Canadiens l'ont développé, les Australiens l'ont développé. Et tout un travail qui a été mené avec l'équipe de José et les actuaires espagnols en Espagne et puis au Portugal. Et maintenant, le sujet a été craqué en France et on continue de travailler sur l'Italie et les autres zones géographiques en Europe. Vous voyez bien que la dynamique, en termes de niveau, ce n'est pas pareil. Quand on prend le niveau de la mer, ce qui est un peu normal parce que tous les pays ne sont pas positionnés de la même façon géographiquement. Mais globalement, on voit une tendance à la hausse des variables les plus importantes, tout simplement. Okay. Donc, quand on continue, ça, c'est les pays européens. Quand on va regarder, par exemple, au Nord-Amérique, on aura une anomalie, j'appelle ça, je me permets d'appeler au Canada, c'est un peu, voilà, une situation un peu d'anomalie. Et on a eu l'explication un peu plus tard, parce que, en fait, en réalité, au lieu que le niveau de la mer autour des frontières canadiennes augmente, on voit bien qu'il y a une tendance plutôt, c'est un peu erratique, hein, même beaucoup, et vers le bas. C'est que la pression liée à la fonte des glaces, en fait, viennent appuyer sur le sol, en fait, sous les mers, ce qui fait que le permafrost permet, donc ça veut dire que ça, au lieu de remonter le niveau de mer autour du Canada, va remonter plutôt la côte, ce qui fait que on ne voit pas ce niveau. Mais bien sûr, comme toute chose égale par ailleurs, là où c'est remonté, mais ça se déverse par exemple chez les Américains. Vous voyez bien que la flèche des Américains sont sympas, les Canadiens, donc ils partagent le sort avec les Américains. Voilà. Donc ça, c'est juste pour vous donner quelques éléments de compréhension de la dynamique de cet indice. Et très rapide, ce qui est intéressant aussi, qu'est-ce que nous, en tant qu'acteurs, on peut faire avec cet indice-là. Et je repasse la parole à Ève pour nous dire ce qu'ils ont réalisé sur la mortalité. Merci. Alors, le premier cas d'usage qu'on va vous présenter, c'est un sujet sur lequel on travaille beaucoup, c'est l'impact du climat sur la mortalité. Donc en France, on a identifié trois principaux facteurs climatiques qui ont un impact sur la mortalité. On a le niveau et la volatilité des températures, la pollution de l'air et les maladies à transmission vectorielle. Alors, c'est pas si simple que ça parce que, en fait, ces trois principaux facteurs climatiques, ils ont des interactions les uns avec les autres. Les températures, la hausse des températures va avoir un impact sur les maladies à transmission vectorielle. Donc, plus il fait chaud, plus il va y avoir de moustiques et plus il va y avoir de maladies à transmission vectorielle. Et l'impact de la température, l'interaction entre la température et la pollution de l'air est particulièrement complexe parce qu'en fait la pollution est constituée de plusieurs types de particules polluantes, notamment l'ozone et les particules fines. En fait, plus on va avoir une hausse des températures, plus on va avoir également une hausse de concentration en ozone qui est néfaste pour la santé. Donc ça, c'est relativement simple encore à comprendre. Par contre, l'interaction avec les particules fines est beaucoup plus complexe parce qu'en fait, il y a des particules fines qui sont réfléchissantes et d'autres qui sont absorbantes. Les particules réfléchissantes permettent en fait de réfléchir les rayons du soleil et donc de limiter la hausse des températures. Donc là, comme en ce moment, on observe une baisse, une limitation des particules fines
réfléchissante, on a du coup cette barrière protectrice qui disparaît, qui permet aux rayons du soleil de réchauffer plus facilement la Terre, et donc on a une hausse des températures. La hausse des températures va avoir un effet sur ces particules fines qui vont également augmenter, mais les particules fines par contre absorbantes, et c'est un cercle vicieux en fait. Donc forcément, modéliser l'impact de ces phénomènes sur la mortalité n'est pas si simple que ça, d'autant plus que ces 3 facteurs climatiques ont un impact sur la mortalité qui ne se voit pas forcément tout de suite. Donc en fait, il y a une problématique de temporalité. Il y a des facteurs climatiques qui ont un effet direct, immédiat, à court terme sur la mortalité, et d'autres qui ont un effet plutôt moyen terme et long terme. Du coup, ce qui est fait actuellement, en fait, c'est qu'il y a un modèle pour chaque facteur climatique. Donc, par exemple, les exercices pilotes de la CPR ont proposé des chocs de mortalité pour la pollution de l'air et pour les maladies vectorielles, l'un indépendamment de l'autre. Donc, on obtient des chocs additifs relativement élevés quand même pour la pollution de l'air et pour les maladies vectorielles. Et ils n'ont pas encore fait celui pour les vagues de chaleur qui est quand même attendu par les assureurs. Mais on se dit que si on modélise séparément chacun des facteurs climatiques, finalement, on n'a pas ces effets compensatoires, ou pas d'ailleurs, où il peut y avoir un effet cocktail qui augmente en fait les effets sur la mortalité. Mais du coup, on loupe tous ces effets qui sont dus aux corrélations entre les différents facteurs climatiques. Et du coup, on s'est dit, plutôt que de modéliser séparément chacun des facteurs climatiques, on va faire un modèle joint. Et c'est là que c'est pas facile. Parce que comme je l'ai mentionné, en fait, chaque facteur climatique a son propre mode d'action sur la mortalité. Et donc, classiquement, on n'utilise pas du tout les mêmes modèles pour intégrer ces facteurs climatiques dans la mortalité. Donc là, je vais passer très rapidement, mais pour les vagues de chaleur, il y a eu pas mal de modèles qui ont été développés. Il y a eu des modèles GAM, des modèles DLNM, des modèles de type Lee Carter où on inclut une composante climatique. Ça se fait relativement bien. Parce que c'est un effet court terme, donc en fait il suffit de mettre face à face les données de température particulièrement haute et les données de mortalité, et on observe directement une corrélation, donc c'est assez simple de modéliser. Ensuite, on a les décès dus au froid. Il y a 2 types de décès dus au froid. Il y a la mortalité hivernale classique qu'on observe en fait tous les hivers, qui est récurrente, et puis il y a les événements extrêmes de froid, les pics de froid, qu'on observe plus trop maintenant, mais comme on s'attend à une augmentation de la volatilité des températures, il est tout à fait possible, avec un déplacement de l'optimum thermique. Donc l'optimum thermique, c'est le point où finalement le corps humain est le plus s'accommode au mieux de la température, et si on s'écarte de cet optimum thermique, on va observer plus de mortalité. Et donc en fait, on va observer une augmentation de un déplacement de cet optimum thermique vers la droite, parce qu'effectivement, on va avoir des hivers de plus en plus chauds, mais on n'observera pas moins de décès hivernaux, parce que finalement notre corps va s'habituer à ces températures de plus en plus chaudes. Et par contre, ce qu'on n'anticipe pas, c'est qu'un hiver à, je dis n'importe où, à moins 5 degrés dans 10 ans, ce sera un hiver catastrophique, alors qu'aujourd'hui, un hiver à moins 5 degrés aujourd'hui, ça va, on peut le tolérer. Donc il faut anticiper ces pics de froid qui seront particulièrement meurtriers par la suite. La pollution de l'air, ce qui est compliqué, c'est que c'est un effet long terme. En fait, la pollution de l'air va augmenter la prévalence de tout un tas de maladies, et donc on ne va pas observer de mortalité tout de suite, on va observer une mortalité plutôt sur 5 ans, 10 ans, peut-être même beaucoup plus longtemps. Et enfin, on a les maladies vectorielles, où là, la problématique principale, c'est qu'on a encore très très peu de données. Donc tout ce qu'on peut faire, c'est des hypothèses de projection plus ou moins sévères. Donc en fait, chacun de ces facteurs climatiques se modélise de façon assez différente, et nous, on veut tout regrouper dans un seul modèle. C'est pour ça qu'on a pensé à l'indicateur climatique actuariel, parce que finalement, on prend du recul sur toutes ces interactions, on essaie de combiner ça à travers des variables beaucoup plus high level, on va dire. Donc là, je vais passer, ça c'est une première approche en fait qu'on a utilisée pour faire de la modélisation jointe de plusieurs facteurs climatiques. On a appliqué un modèle GAM qui fonctionne plutôt pas mal, même s'il y a encore des petits détails à régler, mais je vais passer parce que là, on n'a pas assez de temps. Et je vais directement passer à l'utilisation d'un indice climatique actuariel pour la mortalité. Alors, on a retenu les mêmes variables qui étaient présentes dans l'indicateur climatique que vous aviez présenté dans votre livre vert
dans votre dossier de CNP. Du coup, on a récupéré pic de chaleur, pic de froid, sécheresse, vent et précipitations sur données Météo France et non pas Copernicus. Ça nous a permis aussi de vérifier la cohérence des données. Donc effectivement, ils ont à peu près la même tête. Un détail près, c'est qu'on n'a pas repris le niveau de la mer par contre. Et on voulait remplacer le niveau de la mer par la pollution de l'air, puisque ça fait partie des principaux facteurs climatiques. Et là, on s'est confronté à un premier problème, c'est qu'en fait, les données de pollution de l'air sont disponibles que depuis 2013. Or, comme l'a expliqué Anani tout à l'heure, en fait, on a besoin d'une longue période de référence, et là, on l'a pas. Donc ça, c'est un premier gros problème, une première limite. Si on avait voulu utiliser les données de pollution, on a quand même réfléchi à ça. En fait, il aurait fallu, donc là, en fait, c'est par exemple pour la température, c'est le nombre de jours où on dépasse un certain seuil, etc. Là, pour la pollution de l'air, il aurait fallu récupérer les valeurs critiques données par l'Organisation mondiale de la santé, qui définit des seuils de dangerosité et de concentration en polluants, et calculer en fait le nombre de jours où on dépasse ces seuils dangereux. Il aurait fallu également rajouter un cumul d'exposition à ces seuils de concentration pour pouvoir capter un effet long terme, parce que si on prend que le nombre de jours à un instant T, en fait, on ne va pas du tout capter les effets de l'exposition sur 5 ans à des concentrations assez élevées. Par ailleurs, on a déjà pu mener des petites statistiques exploratoires qui nous ont permis de déterminer, par exemple aux États-Unis, il y a besoin, pour observer des taux de décès dus à la pollution de l'air qui commencent à décroître, il nous faut 3 ans consécutifs de niveaux de pollution de l'air qui sont acceptables. Par contre, pour observer une croissance de ces taux de décès dus à la pollution de l'air, il faut uniquement une année de trop haute pollution en fait.